Elle a dit, je garde l'appartement. Toi, tu t'en vas. Je me plais ici. Et ce, juste après que je l'ai confrontée à son infidélité. C'était pourtant mon appartement. Mon nom seul figurait sur le bail. J'ai répondu, je vais commencer à faire mes valises. Puis j'ai emballé ses affaires à elle, j'ai fait changer la serrure et j'ai tout laissé proprement sur le palier, devant chez moi, juste avant qu'elle ne rentre de son déplacement professionnel. J'ai 29 ans et je suis avec ma petite amie depuis 2 ans et 4 mois. Elle a emménagé dans mon appartement il y a environ 14 mois. Mot-clé, mon appartement. J'habite ici depuis 5 ans, dans une résidence à Lyon. Mon nom est le seul inscrit sur le bail. Je paie un loyer d'environ 1600 € par mois, prélevé directement sur mon compte. Elle était censée verser 520 € par mois pour les charges courantes et les courses, ce qu'elle a fait pendant, peut-être, les 6 premiers mois, avant que cela ne devienne irrégulier. Mardi dernier, j'ai découvert qu'elle me trompait. Comment? Elle avait laissé son iPad à la maison et il était synchronisé avec son téléphone. Je ne fouillais pas. Une notification de message est apparue pendant que je déplaçais la tablette du canapé pour m'asseoir. L'aperçu montrait déjà suffisamment de choses. J'ai regardé. Je sais que certaines personnes penseront que je n'aurais pas dû, mais je ne vais pas faire semblant de le regretter. Les messages remontaient à 3 mois. Un collègue détaillait leur rendez-vous, leur week-end, leur chambre d'hôtel, leurs projets. Des échanges beaucoup trop explicites. Des photos que j'aurais préféré ne jamais voir. Et le pire, c'est qu'il y avait plusieurs références à ses déplacements professionnels qui étaient en réalité des escapades avec lui. Elle en avait fait 4 au cours des 3 derniers mois. Je l'avais déposée à la gare de Lyon-Pardieu à 2 reprises, persuadé qu'elle prenait un TGV pour Paris ou Lille dans le cadre du travail. En réalité, d'après leurs messages, elle se faisait déposer près de la gare pour que cela paraisse crédible, puis elle réservait un VTC jusqu'à l'hôtel où il se retrouvait. J'ai compris cette partie grâce aux messages, moi aussi. J'ai passé environ 2 heures à tout lire. Puis je suis resté assis dans le noir pendant encore 1 heure à essayer d'encaisser. Quand elle est rentrée du travail, j'étais calme. Un calme inquiétant, apparemment, parce qu'elle m'a demandé tout de suite ce qui n'allait pas. Je lui ai montré l'iPad et je lui ai demandé de s'expliquer. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a simplement soupiré, comme si j'en faisais trop, et elle a dit qu'elle comptait me le dire un jour. Comme si tout cela avait simplement dérapé. 3 mois de messages, de rendez-vous organisés et de mensonges répétés, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Mais bon. Puis est venue la conversation qui m'a poussé à écrire ce message. J'ai dit que c'était fini et qu'elle devait partir. Elle a ri, vraiment ri. Puis elle a dit, je ne vais nulle part. J'aime cet appartement. C'est moi qui en ai fait un foyer. C'est toi qui devrais partir si tu n'es pas capable de gérer ça. Je l'ai fixé. C'est mon appartement, mon bail, mon nom. Alors elle a répliqué, moi aussi, j'habite ici. J'ai des droits. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. J'ai dit, on verra bien. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe. J'ai de toute façon un déplacement ce week-end. On en reparlera quand je serai rentré et on verra comment faire pour que ça fonctionne. Peut-être qu'on peut essayer une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Quel culot. Elle allait littéralement passer le week-end avec le type avec qui elle entretenait cette liaison, puis revenir ensuite me proposer une thérapie. J'ai dit, bien sûr, je vais commencer à faire les valises. Elle a souri comme si elle avait gagné quelque chose. Bien. Je pense que c'est la décision la plus mature. Je t'aiderai à chercher un autre endroit quand je rentrerai. Elle est partie vendredi matin, m'a embrassé sur la joue comme si tout était normal. Elle a dit qu'elle serait de retour dimanche soir. La seconde où son VTC a quitté la rue, j'ai commencé à emballer ses affaires. Première mise à jour. Bon, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai besoin de détailler. Vendredi matin, après son départ, j'ai appelé mon propriétaire et je lui ai expliqué la situation. Ma petite amie vivait avec moi. La relation était terminée. Je voulais qu'elle parte. Il a confirmé ce que je savais déjà. Elle n'avait jamais été ajoutée au bail. Elle n'avait aucun statut officiel dans le logement. Elle n'avait jamais fait les démarches pour déclarer cette adresse comme domicile principal. Aucun courrier bancaire, aucun document administratif,
aucun contrat à son nom n'arrivait ici. L'électricité, l'Internet et l'assurance habitation étaient à mon nom. Rien d'officiel ne la rattachait à l'appartement. En gros, elle vivait chez moi sans avoir été déclarée comme cotitulaire du bail. Il m'a dit que, de son point de vue, elle n'avait aucun droit sur l'appartement et qu'il me soutiendrait si la situation dégénérait. Bon propriétaire. On s'entend bien depuis 5 ans. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai été méthodique. J'ai séparé clairement ce qui était manifestement à elle de ce qui était clairement à moi. Ses vêtements, ses chaussures, son maquillage, ses produits de toilette, tout a été rangé dans ses propres valises et dans plusieurs cartons, dont certains étaient encore ceux de son emménagement. Ses livres, ses coussins décoratifs, sa collection de bougies hors de prix à laquelle elle tenait tant, son tapis de yoga, ses petits appareils de cuisine, tout ce qu'elle avait apporté ou acheté allait de son côté. Tout ce qui était à moi, que j'avais acheté et qui était là avant elle, restait. J'ai été correct. Il y avait certaines choses que nous avions achetées ensemble, comme une batterie de casseroles et de poêles. Je lui ai laissé les meilleurs. Il y avait aussi quelques cadres avec des photos de nous. J'ai retiré les photos et je lui ai laissé les cadres. La télévision de la chambre était à elle. Je l'ai débranchée et emballée soigneusement. Samedi après-midi, j'avais 17 cartons, 3 valises et 2 grands sacs de vêtements soigneusement empilés dans mon salon. Puis j'ai appelé un serrurier. J'ai fait changer le cylindre de la porte et refaire les clés. Cela m'a coûté environ 295 €, mais cela valait chaque centime. J'ai récupéré 4 doubles. Un pour moi, un pour mon propriétaire, 2 en secours. Samedi soir, j'ai déplacé toutes ces affaires sur le palier, devant l'appartement. Elles n'étaient ni jetées, ni éparpillées, ni abîmées. Elles étaient posées proprement contre le mur pour ne pas gêner le passage. Je ne voulais pas lui laisser le moindre argument pour prétendre que j'avais dégradé ses biens. Ensuite, je lui ai envoyé un message. Tes affaires sont sur le palier. La serrure a été changée. Ne reviens pas ici comme si de rien n'était. Elle n'a pas répondu pendant environ 6 heures. Puis elle a écrit, quoi? Ce n'est pas drôle. On était d'accord que c'était toi qui partais. J'ai répondu, on était d'accord sur rien. J'ai dit que j'allais commencer à faire les valises. Je l'ai fait. Les tiennes. Elle a écrit, tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. J'ai répondu, tu as le droit de venir récupérer tes affaires. C'est à peu près tout. Elle a écrit, je vais appeler la police. J'ai répondu, fais donc. Elle l'a fait. Dimanche après-midi, on a frappé à ma porte. 2 policiers. Ils ont été professionnels. Ils ont demandé à entendre ma version. Je leur ai montré mon bail, les factures à mon nom, les échanges de messages, et je leur ai expliqué qu'elle n'avait jamais été officiellement ajoutée au bail. Qu'elle ne payait plus rien régulièrement depuis des mois et qu'elle m'avait demandé de quitter mon propre logement alors même qu'elle reconnaissait sa liaison. L'un des policiers, un homme plus âgé qui avait l'air épuisé par sa journée, a simplement soupiré. Monsieur, à ce stade, c'est un différend civil. Elle n'apparaît pas sur le bail. Rien ne montre qu'elle dispose d'un droit d'occupation autonome ici. Il s'est tourné vers son collègue. On a fait le tour. C'était tout. Mon ex est arrivé environ 2 heures plus tard. J'ai regardé par le Judas. Elle est restée sur le palier à fixer ses affaires comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Puis elle a commencé à frapper à la porte. Ouvre tout de suite. Tu ne peux pas me faire ça. J'habite ici. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu es là. C'est illégal. Je vais te traîner en justice. Toujours rien. Elle a frappé pendant peut-être 15 minutes. Un voisin est sorti de chez lui et lui a demandé d'arrêter. Elle lui a crié que cela ne le regardait pas. Il a dit qu'il allait prévenir le gardien de la résidence. Elle a continué à s'emporter. Finalement, elle a commencé à charger ses affaires dans sa voiture. Cela lui a pris environ 1h30. Elle a dû faire plusieurs allers-retours entre l'immeuble et le parking souterrain. J'en ai regardé une partie depuis la fenêtre du salon. À la fin, elle pleurait. Une petite partie de moi a ressenti quelque chose. Puis elle est partie. J'ai cru que c'était peut-être terminé. Ce ne l'était pas. Deuxième mise à jour. Alors,
par où commencer? Après qu'elle a récupéré ses affaires dimanche, je me suis dit que j'allais recevoir quelques messages furieux, puis qu'elle finirait par passer à autre chose. Peut-être qu'elle irait s'installer chez le collègue avec qui elle me trompait. Peut-être qu'elle retournerait chez sa mère. Peu importe. Ce n'était plus mon problème. Lundi matin, j'ai reçu un appel du gestionnaire de la résidence. Apparemment, elle s'était présentée au bureau dès l'ouverture, en affirmant que je l'avais mise dehors illégalement et en exigeant qu'on la laisse rentrer dans l'appartement. Le gestionnaire lui a répondu qu'elle n'apparaissait sur aucun bail et qu'il ne pouvait rien faire. Apparemment, elle a fait un scandale. Elle a crié, pleuré, menacé d'appeler son avocate. Elle n'a pas d'avocate. Je le sais parce qu'elle s'était déjà plainte par le passé de ne pas pouvoir en payer une quand elle avait contesté une vieille amende. Mardi, elle s'est présentée à mon travail. Je travaille dans un bureau d'études en ingénierie, dans un immeuble de bureaux avec badge d'accès, accueil et sécurité. Elle n'a pas pu dépasser le hall, mais elle a essayé. Elle a dit à l'accueil qu'elle était ma femme et qu'il y avait une urgence familiale. Ils ont appelé mon bureau. J'ai dit que je n'étais pas marié et je leur ai demandé de la faire sortir. La sécurité l'a raccompagnée dehors. Mon responsable m'a pris à part ensuite pour me demander si tout allait bien. Je lui ai donné la version courte. Rupture compliquée. Elle gère cela très mal. Cela ne se reproduira plus. Il a été compréhensif, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas ravi de voir une histoire privée débarquer au bureau. Le soir même, elle a lancé sa campagne de messages. Nouveau numéro, puisque j'avais bloqué l'ancien. 12 messages entre 20h et minuit. Tu m'as humilié. J'ai dû dormir dans ma voiture dimanche soir. J'espère que tu es content. Tout le monde va savoir quel genre de personne tu es. Tu vas le regretter. Ma mère dit que tu as commis quelque chose de grave et qu'on va déposer plainte. Et mon préféré personnel. Le type que je fréquentais m'a laissé tomber maintenant à cause de tout le drame que tu as causé. Tu as détruit 2 relations. J'ai fait des captures d'écran de tout, j'ai bloqué le nouveau numéro et je n'ai pas répondu. Mercredi, sa mère m'a appelé depuis son propre téléphone, donc l'appel est passé avant que je puisse le bloquer. Vous devez laisser ma fille revenir dans cet appartement. Elle n'a nulle part où aller. C'est cruel et inhumain. J'ai répondu, Madame, avec tout le respect que je vous dois, votre fille m'a trompé pendant 3 mois, puis elle m'a dit de quitter mon propre logement. Elle peut rester chez vous. Elle ne peut pas rester ici. Elle a répondu, nous n'avons pas de place. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Elle a alors dit, jeune homme, je vais faire en sorte que cela le devienne. Je connais du monde. Mon beau-frère est ancien policier. J'ai répondu, très bien. Dites-lui de m'appeler. Puis j'ai raccroché. Jeudi, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre papier, écrite à la main, de sa part. Elle faisait 3 pages. En résumé, elle disait qu'elle était désolée de la manière dont tout avait dégénéré. Qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. Qu'elle traversait une période difficile quand la liaison avait commencé. Qu'elle savait avoir commis des erreurs, mais que moi aussi j'en avais commis en l'abandonnant. Et qu'on pouvait peut-être trouver un arrangement. Peut-être qu'elle pourrait revenir dans l'appartement encore un mois, juste le temps de trouver une solution. Elle paierait sa part. Elle se ferait discrète. Nous n'aurions même pas besoin de nous parler. La lettre se terminait par « Je sais que tu m'aimes encore ». Tu n'aurais pas été aussi blessé si ce n'était pas le cas. On peut repartir de là. Incroyable. Vraiment incroyable. Je n'ai pas répondu à la lettre non plus. Vendredi, et c'est là que tout est devenu plus sérieux, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce qu'il venait de la région et que j'attendais justement un rappel de mon dentiste. C'était lui. Le collègue avec qui elle entretenait cette liaison. Allô, c'est bien moi? C'est écoute, c'est un peu gênant. Je fréquentais ta copine, enfin ton ex, j'imagine. J'ai failli rire. Oui, je sais très bien qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, elle est chez moi depuis dimanche. Elle s'est pointée en disant que c'était temporaire. Juste le temps de trouver autre chose. Mais elle est comment dire intense. Elle parle déjà de s'installer pour de bon. Elle a dit à mon colocataire que j'allais bientôt lui proposer d'officialiser les choses. Cela fait 3 mois qu'on se voit.
Je la connais à peine. J'ai répondu, cela ressemble à ton problème. Il a dit, je ne cherche pas à te le refiler. Je voulais juste te prévenir d'autre chose. Elle raconte partout que tu étais maltraitant, que tu l'as mise à la porte sans rien et que c'est pour cela qu'elle me voyait, pour échapper à une situation toxique. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oui. Elle publie là-dessus en ligne, elle appelle des amis, elle raconte ça à tout le monde. Moi, j'étais là depuis le début des messages. Elle n'essayait d'échapper à rien. Alors je me suis dit que tu devais savoir ce qu'elle raconte. Je l'ai remerciée sincèrement. C'était la seule chose correcte qu'il ait faite dans toute cette histoire, mais c'en était une. Après avoir raccroché, je suis allé voir en ligne. Et j'ai trouvé ses publications. 3 sur différentes plateformes. À chaque fois, elle racontait une version arrangée dans laquelle son ex, émotionnellement destructeur, l'aurait brutalement mise dehors après qu'elle avait essayé de partir. Aucune mention de son infidélité. Aucune mention du fait que l'appartement était le mien. Elle se présentait simplement comme quelqu'un qui fuyait une relation nuisible. L'une des publications avait déjà plus de 60 commentaires, presque tous en soutien. Quelques noms que je reconnaissais, des amis en commun, des collègues à elle, tous persuadés qu'elle disait vrai. Et c'est là que ce genre de situation devient particulièrement nocif. Ce type d'accusation laisse une trace. Même quand la vérité finit par ressortir, les gens se souviennent d'abord de ce qu'ils ont lu. J'aurais pu répondre publiquement, me défendre, publier les captures d'écran. Mais je sais à quoi cela ressemble de l'extérieur. Un homme qui se justifie sans arrêt donne souvent l'impression d'être empêtré dans quelque chose de plus grave. À la place, j'ai fait quelque chose de plus intelligent. Mise à jour finale. J'ai pris un avocat. Pas pour engager immédiatement une procédure au fond, cela dit. Il m'a expliqué que j'avais potentiellement matière à agir pour diffamation, mais que, de façon réaliste, elle n'avait pas les moyens de rendre une telle procédure utile, et qu'un contentieux ferait traîner tout cela pendant des mois, voire davantage. À la place, il lui a fait adresser une mise en demeure en bonne et due forme. Le courrier reprenait noir sur blanc ses fausses déclarations à mon sujet, son passage à mon travail, ses affirmations mensongères auprès de la résidence, et ses tentatives répétées de me contacter après que je lui avais clairement demandé de cesser. La lettre précisait très clairement que si elle continuait à diffuser de fausses allégations, en particulier au sujet de prétendus comportements violents, j'engagerais les démarches judiciaires appropriées et que le collègue avec qui elle avait eu cette liaison pourrait être cité comme témoin. Elle rappelait aussi que j'avais conservé toutes les preuves, y compris ses propres messages reconnaissant la liaison et me disant de quitter mon propre appartement. Elle a reçu la lettre un lundi. Le mercredi, toutes les publications publiques à mon sujet avaient disparu. Mais voilà le problème avec Internet. Les captures d'écran ne disparaissent jamais vraiment. Et je n'étais pas le seul à en avoir pris. Une amie commune, quelqu'un avec qui j'avais été sincèrement proche avant même de sortir avec mon ex, m'a contacté après avoir vu les publications. Elle avait senti que quelque chose sonnait faux et elle avait cherché un peu plus loin. Elle a retrouvé une ancienne publication de mon ex, datant de plusieurs mois, dans laquelle elle se vantait de ses soi-disant déplacements professionnels avec des photos qui n'avaient rien à voir avec un séminaire ou un salon. Elle a aussi retrouvé des commentaires où mon ex disait que son copain était ennuyeux et qu'elle avait besoin d'un peu d'excitation. Cette amie a commencé à rétablir discrètement la vérité dans notre cercle social commun. Pas de façon spectaculaire, pas avec un grand message public pour l'exposer. Juste dans des conversations privées. Je sais ce qu'elle raconte, mais voilà ce qui s'est réellement passé. J'ai vu les preuves. En l'espace de 2 semaines, le récit avait changé. Les personnes qui avaient laissé des messages de soutien sous ces publications ont commencé à prendre leur distance. Quelques-unes m'ont même écrit pour me présenter leurs excuses de l'avoir cru trop vite. Son collègue, le partenaire de cette liaison, a apparemment coupé tout contact après avoir vu son nom apparaître dans la mise en demeure comme témoin potentiel. Il ne voulait plus avoir le moindre lien avec une situation susceptible de devenir juridique. La dernière chose que j'ai apprise par l'intermédiaire d'amis communs, c'est qu'elle avait fini par retourner vivre chez sa mère malgré tout, même s'il n'y avait soi-disant pas de place. La dernière forme de justice est venue de l'endroit le plus inattendu. Mon propriétaire m'a appelé environ 2 semaines après que tout se soit calmé. Il m'a dit qu'elle avait tenté une dernière fois d'entrer dans l'immeuble. Elle s'était présentée en expliquant qu'elle avait laissé quelque chose de précieux dans l'appartement et qu'elle devait absolument venir le récupérer. La sécurité l'a évidemment refoulée,
mais cette fois le propriétaire en avait assez. Il m'a dit qu'il consignait désormais tout par écrit au cas où elle tenterait encore quelque chose. Puis il m'a appris un détail que j'ignorais. Apparemment, quand elle vivait chez moi, elle avait été plusieurs fois désagréable avec le personnel de la résidence. Elle s'était plainte du bruit à répétition, avait exigé des interventions pour des choses qui n'étaient pas des problèmes, et s'était montrée hautaine avec l'équipe d'entretien. Tout le monde l'avait remarqué. Tout le monde s'en souvenait. Il m'a dit, je vais être honnête avec vous. Quand vous m'avez appelé au départ, j'ai pensé que c'était peut-être juste une séparation compliquée et que chacun avait sa version. Puis j'ai parlé à l'équipe. Personne ici ne l'appréciait. Tout le monde est soulagé qu'elle soit partie. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Voilà donc où les choses en sont maintenant. Je ne vais pas prétendre que tout va parfaitement bien. Passer plus de 2 ans avec quelqu'un, croire qu'on construit quelque chose, puis découvrir que cette personne menait une double vie, cela secoue. Je dors mal. Je regarde parfois les espaces vides là où ses affaires se trouvaient, et je ressens encore quelque chose. Ce n'est pas exactement qu'elle me manque. Ce qui me manque, c'est la personne que je croyais qu'elle était. Mais ça va. Mon appartement est redevenu le mien. Calme. Propre. J'ai déplacé les meubles pour que tout ait l'air différent. Pour que tout soit différent. J'ai acheté une nouvelle plante, un Ficus elastica. Il paraît que c'est presque impossible à faire mourir. On verra bien. Mes amis ont été solides. Ceux qui comptent, en tout cas. Quant à ceux qui ont choisi son camp sans jamais me poser une seule question, je les ai laissés partir sans discuter. S'ils étaient prêts à croire le pire sans chercher à comprendre, ce n'étaient pas de vrais amis. Mon collègue qui a assisté à la scène dans le hall m'a offert une bière après le travail et m'a dit, franchement, c'est la chose la plus dramatique qui soit arrivée ici depuis des années. Ce n'est pas la réputation que je voulais, mais je prends. Quant à elle, je ne sais sincèrement pas ce qu'elle fait maintenant, et je m'en fiche sincèrement. Ses affaires ont disparu. Sa clé ne fonctionne plus. Ses mensonges ont fini par se retourner contre elle. Ce qui lui arrivera ensuite ne me regarde plus. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires de mon premier message si je me sentais coupable de la façon dont j'avais géré tout cela. Emballer ses affaires, changer la serrure, tout laisser sur le palier pendant qu'elle passait le week-end avec le collègue de sa liaison. Non, je ne me sens pas coupable. Elle m'a trompé pendant 3 mois. Elle m'a regardé dans les yeux, m'a embrassé pour me dire au revoir, puis est partie retrouver quelqu'un d'autre à l'hôtel. Quand je l'ai découvert et que j'ai dit que c'était terminé, elle a ri et m'a dit de quitter mon propre appartement parce qu'elle s'y plaisait. Puis elle a essayé de retourner les gens contre moi avec des mensonges. Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien fait de violent. Je n'ai pas détruit ses affaires, je ne l'ai pas exposé publiquement et je n'ai pas cherché à lui nuire au-delà de ce qui était nécessaire pour me protéger. J'ai simplement refusé de me laisser écraser. J'ai posé des limites. Je me suis protégé. Certains appelleraient cela de la froideur. Moi, j'appelle cela du respect de soi. Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est qu'il y a environ une semaine, en rangeant un tiroir, j'ai retrouvé un de ces élastiques à cheveux. Un simple élastique noir, le genre qu'on achète par lot. Je l'ai regardé une seconde. Ce minuscule reste de quelqu'un qui partageait autrefois mon espace. Puis je l'ai jeté. C'est tout. C'est toute la métaphore. Elle n'est plus qu'un élastique à cheveux au fond d'une poubelle. Sans importance. Parti. Je vais m'en sortir. Commentaire, je crois profondément que le respect de soi commence le jour où l'on accepte de ne plus négocier sa paix intérieure. Vous avez le droit de poser des limites claires, même quand cela déplaît à ceux qui profitaient de votre silence. Rester une personne correcte ne veut pas dire tout supporter ni s'oublier pour préserver une illusion. Il y a une vraie force dans le fait de choisir la dignité, le calme et la cohérence plutôt que le chaos. Je pense aussi qu'il faut apprendre à ne pas courir après les explications que certaines personnes ne donneront jamais avec sincérité. Ce qui vous protège, ce n'est pas la dureté, c'est la lucidité. Vous n'avez pas besoin de vous venger pour avancer, vous avez surtout besoin de reprendre votre place dans votre propre vie. Guérir demande du temps, mais cela commence souvent par une décision simple, arrêtez d'ouvrir la porte à ceux qui vous abîment. J'espère que cette histoire vous rappellera qu'on peut rester humain, juste et digne, tout en choisissant enfin la tranquillité. Et si vous traversez une période confuse,
j'aimerais que vous reteniez ceci, votre paix a de la valeur, et personne ne devrait vous convaincre du contraire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.